Mon fils m'a placé dans une maison de retraite. Tu ne sers plus à rien, maman. 3 mois plus tard, un avocat est apparu avec des documents. Mon défunt premier mari m'avait laissé 8 millions de dollars. Sa tête quand il l'a appris. J'ai toujours su que la vie réserve des surprises à ceux qui s'y attendent le moins, mais je n'aurais jamais imaginé qu'à 72 ans, je vivrais encore tant de rebondissements. Je m'appelle Quincy Hélène Olivier, et c'est une histoire que je dois raconter non seulement pour les événements extraordinaires qui ont suivi, mais parce que parfois la vie nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir qui nous sommes vraiment et ce que nous valons. Tout a commencé par un matin gris de mars, quand je me suis réveillée dans le petit appartement que je partageais avec mon fils Olivier Gabin depuis presque 5 ans. Il avait emménagé ici après son divorce, prétextant que ce serait temporaire, juste le temps de se redresser financièrement. Mais les mois sont devenus des années, et je sentais que sa présence dans ma maison était devenue de plus en plus pesante, chargée d'une irritation constante qu'il parvenait à peine à dissimuler. Ce matin-là, je préparais le petit déjeuner comme toujours, me déplaçant dans la cuisine avec la familiarité de quelqu'un qui connaît chaque tiroir, chaque ustensile. À 72 ans, je maintenais encore mes routines avec précision, me levant tôt, m'occupant de la maison, préparant les repas. C'était une façon de me sentir utile, de justifier mon existence dans cet espace qui, bien qu'il fût le mien, semblait appartenir de plus en plus uniquement à Olivier Gabin. « Maman, tu as oublié d'acheter du petit déjeuner café hier, » dit-il en entrant dans la cuisine, la voix chargée de cette impatience que je connaissais si bien. Olivier Gabin avait 45 ans, les cheveux déjà grisonnants aux tempes et une expression perpétuellement contrariée qui s'était intensifiée depuis qu'il avait perdu son emploi 6 mois auparavant. « Il y a du petit déjeuner café, fils. Il est là sur l'étagère du haut, » ai-je répondu, indiquant le placard où je rangeais toujours les provisions. Il a ouvert le placard avec plus de force que nécessaire, faisant claquer les portes. Ce petit déjeuner café périmé. Maman, regarde la date. Il est là depuis plus d'1 an. Je me suis approchée pour vérifier et effectivement la date était dépassée. J'ai senti la chaleur me monter au visage, un mélange de honte et de confusion. Ces derniers temps, de petits oublis comme celui-ci se produisaient plus fréquemment et je savais que Olivier Gabin les interprétait comme des signes que je devenais sénile. Désolé, fils. J'irai au supermarché aujourd'hui acheter du nouveau petit déjeuner café. Je peux te faire un thé maintenant, ai-je proposé, essayant d'apaiser la situation. Je ne veux pas de thé, maman. Je veux du petit déjeuner café. Comme toute personne normale veut du petit déjeuner café le matin, a-t-il rétorqué, s'asseyant lourdement à la table de la cuisine. Et puisqu'on en parle, tu as aussi oublié de payer la facture d'électricité hier. J'ai reçu un appel de la compagnie d'électricité. Mon cœur s'est emballé. J'étais certaine d'avoir payé la facture, mais la vérité est que dernièrement, ma mémoire me jouait des tours. Des petites choses, rien de très grave, mais suffisamment pour que Olivier Gabin commence à remettre en question ma capacité à prendre soin de moi-même. Je pensais l'avoir payé, ai-je murmuré, me sentant diminuer devant le regard exaspéré de mon fils. Tu pensais, maman, mais tu ne l'as pas fait. Tout comme tu pensais qu'il y avait du nouveau petit déjeuner café, mais il n'y avait que celui qui est périmé. Tout comme tu pensais avoir éteint la cuisinière la semaine dernière, mais je l'ai trouvée allumée en rentrant à la maison, a-t-il dit, énumérant mes petits oublis comme s'il s'agissait de crimes graves. Je me suis assise à la table, sentant le poids des années et des responsabilités que je ne parvenais plus à porter avec la même efficacité qu'avant. Olivier Gabin continuait de parler, mais sa voix semblait lointaine tandis que je me perdais dans mes pensées sur la façon dont j'en étais arrivée là. Je me suis souvenu de quand il était petit, de comment il courait dans mes bras quand il se faisait mal, de comment j'étais sa référence, sa protection. Maintenant, à 45 ans, il me regardait comme si j'étais un fardeau, une responsabilité gênante dont il avait hérité et ne savait pas comment gérer. « Maman, tu m'écoutes ?» La voix de Olivier Gabin m'a ramené au présent. « Oui, fils, je t'écoute, » ai-je répondu, bien que je n'ai pas saisi la moitié de ce qu'il avait dit.
J'ai dit qu'il est peut-être temps de penser à des alternatives. Tu ne peux plus rester seul ici pendant la journée pendant que je travaille. Enfin, quand j'aurai retrouvé un nouveau travail. Et même quand je suis à la maison, il est évident que tu as besoin de plus de soins que je ne peux t'en offrir. Le ton de la conversation m'a mise en alerte. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une froideur calculée qui m'a fait frissonner. Quel genre d'alternative ai-je demandé, bien que j'aie déjà une idée de ce qui allait suivre. Olivier Gabin a soupiré profondément, comme s'il était sur le point de prendre une décision très difficile. Il existe des endroits spécialisés, maman. Des endroits où les personnes de votre âge reçoivent les soins appropriés, où il y a des infirmières, des médecins, des activités adaptées. Vous parlez d'un hospice ? Dis-je, le mot sortant de ma bouche comme un goût amer. Ce n'est pas un hospice, maman, c'est une résidence assistée, un endroit digne où vous seriez bien soigné et où je pourrais me concentrer sur la reconstruction de ma vie professionnelle, sans m'inquiéter si vous avez oublié d'éteindre la gazinière ou si vous êtes tombé dans la salle de bain. J'ai senti comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Pendant toutes ces années à élever Olivier Gabin seul, après que mon premier mari Gaël Hélène avait disparu quand mon fils n'avait que 2 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour il me verrait comme un fardeau. Mon fils, je sais que j'ai quelques oublis, mais je peux m'améliorer. Je peux faire des listes, utiliser des pensées bêtes. Pas besoin d'être aussi drastique, ai-je argumenté, entendant le désespoir dans ma propre voix. Maman, ce n'est pas qu'une question d'oubli, c'est une question de sécurité et aussi une question de praticité. J'ai besoin de mon intimité. J'ai besoin de pouvoir inviter des gens chez moi. J'ai besoin de retrouver ma vie. La froideur avec laquelle il a prononcé ces mots m'a transpercé comme une lame. J'ai réalisé que pour Olivier Gabin, je n'étais plus une mère qui l'avait élevé avec amour et dévouement, mais un obstacle sur son chemin vers le bonheur. Tu as déjà décidé, n'est-ce pas ? Ai-je demandé, reconnaissant dans sa posture la détermination de quelqu'un qui a déjà pris une décision irrévocable. J'ai déjà visité un endroit. C'est très bien, maman. Il y a des jardins, des activités, d'autres personnes de votre âge. Vous ne seriez pas seul et je pourrais vous rendre visite régulièrement. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage avant même que je m'en rende compte. 72 ans de vie, 43 ans entièrement dévoués à l'éducation de cet homme qui maintenant me jetait comme un vieux meuble qui ne convenait plus à la décoration. Quand fut tout ce que je pus demander. La semaine prochaine, j'ai déjà parlé avec eux, j'ai déjà réglé les détails financiers. Votre retraite couvre les frais, donc vous n'avez pas à vous en inquiéter. Ma retraite, l'argent pour lequel j'avais travaillé pendant des décennies comme professeur, économisant chaque centime pour assurer une vieillesse digne, serait maintenant utilisé pour payer mon exil de ma propre vie. Je me suis levé de table sans dire un mot et j'ai marché jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte et me suis assise sur le lit où j'avais dormi pendant tant d'années, regardant autour de moi l'espace qui bientôt ne serait plus le mien. Les photographies sur la commode, les livres sur l'étagère, les plantes sur la fenêtre, tout ce qui représentait mon identité serait réduit à quelques boîtes d'effets personnels. À ce moment-là, je me suis sentie vraiment seule au monde. Olivier Gabin était mon fils unique, ma seule famille proche. Mes parents étaient décédés depuis longtemps et je ne gardais pas contact avec les quelques parents éloignés qui restaient. Gaël, mon premier mari et père de Olivier Gabin, avait disparu sans laisser de traces quand notre fils n'était qu'un enfant et je n'avais plus jamais eu de ses nouvelles. Pendant les heures qui ont suivi, je suis restée dans ma chambre à digérer cette nouvelle réalité qui s'imposait à moi. Olivier Gabin a continué sa routine normale, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé, comme s'il ne venait pas d'annoncer qu'il m'enverrait dans un endroit où les gens comme moi sont déposés quand ils deviennent gênants pour leur famille. Dans l'après-midi, il a frappé à la porte de ma chambre. « Maman, je vais sortir pour régler quelques détails concernant votre transfert. Vous allez bien ?» « Je vais bien, » ai-je menti, parce que c'était plus facile que d'essayer d'expliquer le vide que je ressentais dans ma poitrine. Après son départ, j'ai parcouru la maison comme si je la voyais pour la première fois. Chaque pièce gardait les souvenirs d'une vie entière, de moments heureux et tristes,
de réussites et de déceptions. C'était ici que j'avais élevé mon fils, où j'avais construit mon identité en tant que femme, mère et professionnelle. Maintenant, tout cela serait réduit à une petite chambre dans une institution, où je serais un numéro de plus, une personne âgée parmi tant d'autres qui ont été considérés comme un fardeau par leur famille. Mais peut-être ai-je pensé en observant le coucher du soleil par la fenêtre du salon, peut-être que ce n'était pas vraiment la fin de mon histoire. Peut-être n'était-ce que le début d'un chapitre que je ne savais pas encore comment écrire. Dans la semaine qui a suivi, ma vie s'est transformée en une série de préparatifs froides et mécaniques. Olivier Gabin a organisé mon déménagement avec l'efficacité de quelqu'un qui résout un problème administratif, non avec la délicatesse d'un fils qui envoie sa mère loin de chez elle. J'observais, presque comme une spectatrice de ma propre vie, pendant qu'il triait mes affaires en 3 catégories, ce que j'emporterais avec moi, ce qui serait donné et ce qui serait jeté. « Maman, avez-vous vraiment besoin d'emporter tous ces livres ?» a-t-il demandé, feuilletant quelques-uns des volumes que j'avais collectionnés au fil des décennies en tant que professeur. « À l'endroit où tu vas vivre, il y a une bibliothèque. Ça n'a pas de sens d'emporter tout ça. Ce sont mes livres, mon fils. Chacun a une histoire, un souvenir. » ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme. Olivier Gabin a soupiré avec impatience. « Tu peux en prendre quelques-uns, mais pas tous. Sois pratique, maman. » Pratique. Le mot résonnait dans mon esprit, tandis que j'observais toute ma vie être réduite à ce qui pouvait tenir dans quelques cartons. Être pratique signifiait abandonner 40 ans de carrière d'enseignante, laisser derrière moi les photographies qui ne rentraient sans pas dans le petit cadre que je pourrais emporter, accepter que mon identité se résume désormais à ce qui était commode pour mon fils. Le jour du déménagement, je me suis réveillée avant l'aube et j'ai parcouru la maison une dernière fois. Chaque pièce murmurait des souvenirs. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, le salon où Olivier Gabin jouait enfant, la chambre où j'avais passé des nuits blanches quand il était malade. J'ai touché les murs comme si je disais au revoir à de vieilles amies. « La voiture est c'est là, maman », a annoncé Olivier Gabin, apparaissant à la porte avec ma valise à la main. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, juste l'empressement de quelqu'un qui veut résoudre une situation gênante le plus vite possible. Pendant le trajet vers l'établissement, il a parlé des avantages de l'endroit, de comme je serais bien soignée, de comment je pourrais me faire de nouveaux amis. J'acquiesçais, simplement, regardant par la fenêtre les rues que je connaissais si bien et que je ne reverrais peut-être plus aussi souvent. La résidence Espérance était un bâtiment de 3 étages, avec des jardins bien entretenus et une façade qui tentait de dissimuler sa véritable nature. À l'accueil, une femme d'âge mûr au sourire professionnel nous a reçus. « Madame Quincy, quel plaisir de vous accueillir. Je suis la coordinatrice Ursule. Je suis sûre que vous vous adapterez très bien ici, » a-t-elle dit en me tendant la main. Ma chambre était au 2e étage, une petite suite avec un lit, un fauteuil, une petite table et une salle de bain privée. La fenêtre donnait sur le jardin, c'était une vue agréable, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que ces 4 murs seraient désormais mon monde. Olivier Gabin m'a aidé à ranger mes quelques affaires dans les armoires et les tiroirs. Quand il a terminé, il est resté immobile au centre de la chambre, les mains dans les poches, visiblement mal à l'aise avec le moment des adieux. « Bon, maman, je crois que tout est rangé, » a-t-il dit, évitant mon regard. « Je viendrai te voir la semaine prochaine. »« D'accord, mon fils, » ai-je répondu, assise dans le fauteuil qui était maintenant mon principal meuble au monde. Il s'est approché et m'a donné un rapide baiser sur le front, plus par obligation que par tendresse. « Tu seras bien ici, c'est mieux comme ça. » Après son départ, je suis restée assise dans le fauteuil pendant des heures, observant par la fenêtre les autres personnes qui se promenaient dans le jardin. Certaines utilisaient des déambulateurs, d'autres des fauteuils roulants, toutes avec cette expression de ceux qui acceptent que la vie est entrée dans une phase différente. Je me demandais si je développerais aussi cette résignation avec le temps. Les premières semaines ont été les plus difficiles. La routine de l'établissement était rigide. Petit déjeuner à 7 heures, activité programmée le matin,
Déjeuner à midi, repos l'après-midi, dîner à 18 heures. Tout fonctionnait comme une horloge, sans place pour la spontanéité ou les choix personnels. Olivier Gabin a tenu sa promesse de me rendre visite la première semaine, mais la conversation a été brève et formelle. Il semblait pressé de partir, comme si ma présence lui rappelait une culpabilité qu'il préférait oublier. Les semaines suivantes, les visites sont devenues plus espacées. D'abord bimensuelles, puis mensuelles. Pendant cette période, j'essayais de m'adapter à ma nouvelle réalité. Je participais aux activités quand je trouvais l'énergie. Je parlais avec d'autres résidentes quand elles se montraient réceptives. Je lisais les livres que j'avais réussi à emporter avec moi. Mais intérieurement, je sentais qu'une partie de moi était morte le jour où j'avais franchi la porte de cet endroit. C'est un après-midi de juin, presque 3 mois après mon arrivée à la résidence Espérance, que ma vie a pris une direction complètement inattendue. J'étais dans le jardin, en train de lire un de mes livres préférés, quand la coordinatrice Ursule s'est approchée avec une expression différente sur le visage. « Madame Quincy, il y a un monsieur à l'accueil qui voudrait vous parler. Il dit qu'il est avocat et qu'il a des documents importants, m'a-t-elle informée, avec un ton de curiosité mal dissimulé. Mon cœur s'est emballé. Les avocats ne se présentent pas dans les maisons de retraite pour apporter de bonnes nouvelles, ai-je pensé. C'était peut-être un problème avec ma retraite ou avec les paiements de l'établissement. J'ai marché jusqu'à l'accueil d'un pas tremblant et j'ai trouvé un homme élégant d'environ 52 ans, aux cheveux gris bien coupés et portant un costume impeccable. Il tenait une mallette en cuir et m'observait avec une expression respectueuse et professionnelle. « Madame Quincy Hélène Olivier ?» demanda-t-il en se levant de sa chaise quand il me vit approcher. « C'est moi, » répondis-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais souhaité. « Je suis le docteur Ricardo Étienne. Je suis avocat et je dois m'entretenir avec vous d'un sujet très important concernant votre premier mari, Gaël Hélène. » Le nom de Gaël me frappa comme la foudre. Cela faisait plus de 40 ans que je n'avais pas entendu quelqu'un le prononcer, depuis qu'il avait disparu de nos vies en ne laissant que des questions sans réponse. « Gaël, » murmurai-je, sentant mes jambes flageoler. « Mais je pensais qu'il avait… » « Pouvons-nous parler en privé, Madame Quincy? Ce que j'ai à vous dire est assez délicat, » dit Dr Étienne, indiquant une salle réservée que la coordinatrice Ursule avait mise à disposition. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, et il ouvrit sa serviette avec des gestes précis. Il en sortit plusieurs documents qu'il organisa sur la petite table entre nous. « Madame Quincy, Gaël Hélène est décédée il y a 6 mois, en janvier de cette année, » commença-t-il, sa voix douce mais directe. Il vivait au Canada depuis plus de 4 décennies, où il avait bâti un empire commercial considérable. J'eus l'impression que l'air avait été aspiré de mes poumons. Gaël était mort. Après toutes ces années à me demander ce qui lui était arrivé, s'il était encore en vie, s'il pensait à nous, j'avais maintenant la réponse définitive. Il ne s'est jamais remarié, poursuivit Dr Étienne, observant attentivement ma réaction. Et dans son testament, il précise qu'il ne vous a jamais oublié, ni votre fils. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage. 43 ans de ressentiment, de doute, de nuit à me demander pourquoi il nous avait abandonnés. Et je découvrais maintenant que les choses n'étaient peut-être pas exactement comme je l'avais imaginé. « Gaël vous a laissé une lettre, » dit l'avocat, me tendant une enveloppe cachetée avec mon nom écrit à la main. Et il vous a également laissé un héritage substantiel. Ma main tremblait tellement que j'avais du mal à saisir l'enveloppe. L'écriture était incontestablement celle de Gaël, cette écriture penchée que j'avais si bien connue dans les premières années de notre mariage. Quel genre d'héritage? Demandai-je, assimilant encore toutes ces informations. Dr Étienne consulta l'un des documents. Gaël Hélène vous a légué la somme de 8 millions de dollars américains ainsi que quelques propriétés au Canada qui, une fois vendues, pourraient nous ajouter plusieurs millions au montant. Pendant un moment, je crus avoir mal entendu. 8 millions de dollars. C'était une somme si absurde que mon esprit n'arrivait simplement pas à la traiter.
8. 8 millions, répétai-je, ma voix sortant comme un murmure. Oui, madame, Gaël a très bien réussi dans les affaires. Il a commencé avec une petite entreprise d'import-export et au fil des ans, s'est diversifié dans plusieurs secteurs. Apparemment, il a toujours mis de l'argent de côté en pensant vous laisser quelque chose, à vous et à votre fils. Je restai silencieuse pendant plusieurs minutes, essayant d'absorber l'ampleur de cette révélation. Moi qui avais été placée dans une maison de retraite parce que mon fils considérait que je ne servais plus à rien, je venais de découvrir que j'étais multimillionnaire. Il y a des procédures légales à suivre pour transférer l'héritage, expliqua Dr Étienne. Mais je peux vous assurer que tout est en ordre. Gaël a été très méticuleux dans ses préparatifs. Je pensais à Olivier Gabin, à la façon dont il m'avait écarté avec tant de froideur, à la façon dont il m'avait traité comme un fardeau ces derniers mois. L'ironie de la situation était presque comique, si elle n'était pas si douloureuse. Docteur Étienne, dis-je, retrouvant de la force dans ma voix pour la première fois depuis des mois, mon fils est-il au courant de quoi que ce soit? Non, madame. L'instruction de Gaël était très claire. Seul vous deviez être contacté initialement. La décision d'informer d'autres membres de la famille vous appartient entièrement. Je souris pour la première fois depuis mon arrivée dans cet endroit. Enfin, après tant d'années à me sentir invisible et dispensable, j'avais entre les mains le pouvoir de choisir mon propre destin. Quand puis-je avoir accès à cet argent? Demandai-je, imaginant déjà l'expression sur le visage de Olivier Gabin quand il découvrirait la vérité. Les procédures peuvent prendre quelques semaines, mais je peux vous assurer que très bientôt vous aurez un accès complet à l'héritage, répondit l'avocat, fermant sa serviette avec un sourire professionnel. Gaël a laissé des instructions très détaillées sur la façon dont il voulait que tout soit géré. Après le départ du docteur Étienne, je restai dans la salle réservée pendant quelques minutes supplémentaires, tenant la lettre de Gaël et essayant d'assimiler comment ma vie avait complètement changé en l'espace d'une heure. Je pensais à la tête que ferait Olivier Gabin quand il apprendrait que la mère qu'il considérait comme une charge venait de devenir l'une des femmes les plus riches de la ville. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait traité comme un fardeau, toutes les fois où il m'avait fait sentir inutile et jetable. Maintenant, enfin, j'avais le pouvoir de réécrire ma propre histoire. Je suis retourné dans ma chambre d'un pas ferme, portant non seulement la lettre de Gaël, mais aussi un sentiment de pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je me suis assise dans le fauteuil qui était devenu mon refuge et, les mains encore tremblantes, j'ai soigneusement ouvert l'enveloppe. L'écriture de Gaël m'a immédiatement ramené à nos premières années de mariage, quand il écrivait encore des petits mots affectueux qu'il laissait sur mon bureau d'enseignante. J'ai respiré profondément et j'ai commencé à lire. Ma chère Quincy, si tu lis cette lettre, cela signifie que j'ai finalement quitté ce monde et que Dr Étienne a tenu sa promesse de te retrouver. Je sais que j'ai beaucoup à expliquer et je sais aussi qu'aucune explication ne suffira à justifier ma disparition il y a tant d'années. Quand je vous ai quitté, toi et Olivier Gabin, j'étais désespéré. L'entreprise où je travaillais avait fait faillite, nos dettes étaient énormes et je ne voyais aucune issue. J'ai pensé que vous seriez mieux sans un mari et un père ratés. J'ai fait une pause dans ma lecture, sentant les larmes couler sur mon visage. Pendant toutes ces années, j'avais imaginé que Gaël nous avait abandonnés parce qu'il ne nous aimait plus, parce qu'il avait trouvé une autre femme, pour n'importe quelle raison, sauf celle qu'il révélait maintenant. Je suis parti au Canada avec seulement quelques centaines de dollars en poche et une détermination farouche de reconstruire ma vie pour pouvoir revenir et prendre soin de vous dignement. Mais les années ont passé, l'orgueil a grandi, et chaque jour qui passait rendait plus difficile le fait de reprendre contact. Comment expliquer des années de silence? Comment demander pardon pour tant de temps perdu? J'ai bâti un empire dans les affaires, mais j'ai perdu ce qui comptait le plus, ma famille. J'ai posé la lettre sur mes genoux un moment, essayant d'assimiler ces révélations. Gaël ne nous avait pas abandonnés par manque d'amour, mais par désespoir, et ensuite par orgueil. C'était une explication qui changeait complètement ma perception de tout ce qui s'était passé. Quincy,
Je ne me suis jamais remariée parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Chaque soir, pendant 43 ans, j'ai pensé à toi, à Olivier Gabin, à ce qu'aurait été notre vie si j'avais eu le courage d'affronter nos problèmes ensemble au lieu de fuir. J'espère que tu pourras me pardonner, même s'il est trop tard pour une quelconque réconciliation. Tout l'argent que j'ai accumulé était pour vous. C'était ma façon d'essayer de compenser, même inadéquatement, toutes les années que j'ai volées à notre famille. Utilise-le pour être heureuse, pour avoir la vie que tu as toujours méritée. Avec tout mon amour éternel, Gaël. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai serrée contre ma poitrine. 43 ans de ressentiment ont commencé à se dissoudre, remplacés par un mélange complexe de tristesse pour le temps perdu et de gratitude pour l'explication que je recevais enfin. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit bouillonnait de plans et de possibilités. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vivante, avec un but. Je n'étais plus la vieille femme jetable que mon fils avait déposée ici. J'étais une femme indépendante, avec suffisamment de ressources pour réécrire complètement la fin de ma propre histoire. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner dans le réfectoire commun, j'ai observé les autres résidentes avec un regard différent. Beaucoup d'entre elles étaient probablement là pour les mêmes raisons que moi. Des enfants qui trouvaient plus pratique d'externaliser les soins de leurs parents âgés. La différence était que maintenant, j'avais le choix. « Bonjour, Quincy », m'a salué Donna Alzira, une dame de 80 ans qui partageait ma table depuis quelques semaines. « Vous semblez différente aujourd'hui. Plus joyeuse, dirais-je. »« Bonjour, Alzira », ai-je répondu, souriant sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Je crois que j'ai enfin reçu quelques bonnes nouvelles. Que c'est merveilleux, ça fait du bien de voir quelqu'un sourire ici, a-t-elle dit, remuant le sucre dans son petit déjeuner café avec des mouvements lents. La plupart d'entre nous perdons espoir avec le temps. Ces paroles m'ont fait réfléchir à combien de personnes étaient ici, non par nécessité médicale, mais par abandon familial. Combien d'autres Quincy existaient dans cet endroit, abandonnés par des enfants qui trouvaient plus pratique de payer pour des soins externalisés plutôt que d'assumer la responsabilité émotionnelle. Après le petit déjeuner, je me suis dirigée vers la réception et j'ai demandé à parler à la coordinatrice Ursule. Elle m'a reçue dans son bureau avec son même sourire professionnel habituel. « En quoi puis-je vous aider, Madame Quincy ?» a-t-elle demandé, indiquant la chaise en face de son bureau. « Ursule, j'ai besoin de connaître les procédures pour quitter l'établissement. » ai-je dit directement, sans détour. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, visiblement surprise. « Quitter ? Vous n'êtes pas satisfaite de nos soins ? Nous pouvons parler de n'importe quel problème qui… » « Non, ce n'est pas ça, l'ai-je interrompu gentiment. Vous prenez très bien soin de tout le monde ici. Mais ma situation a changé et maintenant je peux vivre de façon indépendante à nouveau. »« Je comprends, » dit Ursule, assimilant encore l'information. « Eh bien, techniquement, vous pouvez partir à tout moment. Nous ne sommes pas une prison, mais il faudra en informer votre fils, puisque c'est lui qui a fait les arrangements. Je parlerai moi-même à Olivier Gabin. » dis-je, ressentant une satisfaction anticipée. « Quand puis-je organiser mon départ? Si vous êtes sûr de votre décision, cela peut être aujourd'hui même. Nous avons juste besoin que vous signiez quelques documents et régliez les questions financières, » expliqua-t-elle, visiblement encore déconcertée par la situation. « Parfait. Je m'occuperai du paiement aujourd'hui, » répondis-je en me levant de ma chaise. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai pris la carte que Dr Étienne m'avait laissée. J'ai appelé son bureau et expliqué que j'avais besoin d'un accès immédiat à une partie de l'héritage pour régler des questions urgentes. « Bien sûr, Madame Quincy, » dit-il au téléphone. « Je peux avancer une somme via un compte temporaire que j'ouvrirai aujourd'hui. Combien vous faut-il ? » « 50 000 réais seront suffisants pour l'instant, » répondis-je, m'habituant encore à l'idée d'avoir tant d'argent à disposition. « Aucun problème. D'ici la fin de l'après-midi, vous aurez accès aux fonds. » Après avoir réglé les questions financières, j'ai commencé à ranger mes quelques affaires. Cela ne prendrait pas beaucoup de temps,
puisque Olivier Gabin ne m'avait permis d'apporter que l'essentiel. Mais maintenant, je pourrais acheter tout ce que je voulais, habiter où je voulais, vivre comme je voulais. En pliant mes vêtements, j'ai réfléchi à la façon d'aborder la conversation avec mon fils. Une partie de moi voulait simplement disparaître et le laisser découvrir par hasard que j'avais quitté l'établissement. Mais une autre partie, celle qui gardait encore l'espoir que notre relation puisse être réparée, voulait lui donner une chance de s'expliquer. Vers 3h de l'après-midi, j'ai appelé Olivier Gabin. Il a répondu à la 3e sonnerie avec ce ton impatient qui était devenu habituel quand il me parlait. « Salut maman, il s'est passé quelque chose. Tu n'appelles pas d'habitude. Je dois te parler, fils. Peux-tu venir ici aujourd'hui ?» ai-je demandé, gardant un ton neutre. « Aujourd'hui ? Maman, j'ai une réunion importante à 5h et après. »« C'est important, Olivier Gabin, très important. » ai-je insisté, mettant dans ma voix une fermeté qu'il n'était pas habitué à entendre. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. D'accord, je peux passer vers 4h30. Mais je ne peux pas rester longtemps. Ce sera suffisant, dis-je avant de raccrocher. J'ai utilisé l'heure suivante pour finir de ranger mes affaires et réfléchir à ce que je lui dirais. Je ne voulais pas être cruel, malgré la façon dont il m'avait traité. Après tout, il était toujours mon fils, et je gardais encore l'espoir que nous puissions reconstruire notre relation sur des bases plus saines. À 4h30 précises, Olivier Gabin est apparu à la réception. J'ai demandé à la coordinatrice Ursule de nous prêter à nouveau la salle réservée, et il m'a suivi avec une expression mêlant curiosité et impatience. « Alors maman, qu'est-ce qui était si urgent ?» a-t-il demandé en s'asseyant et en consultant sa montre. « Tu vas bien ? Tu n'as pas de problème de santé, n'est-ce pas ? » « Je vais parfaitement bien, fils, » ai-je répondu en l'observant attentivement. En fait, je n'ai jamais été aussi bien. Il a froncé les sourcils, visiblement confus. « Comment ça ? Tu sembles différente. »« Olivier Gabin, hier j'ai reçu la visite d'un avocat, » ai-je commencé, voyant ses yeux se plisser légèrement. « Mais Ricardo Étienne est venu m'informer du décès de Gaël, mon premier mari. »« Gaël ?» dit-il, se penchant légèrement en avant. « Celui qui nous a abandonnés quand j'étais enfant ? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi maintenant ?»« Ça a tout à voir, » ai-je répondu en sortant quelques documents de mon sac. « Gaël m'a laissé un héritage, fils. Un héritage très substantiel. » Olivier Gabin a regardé les papiers, puis moi, puis à nouveau les papiers. Quel genre d'héritage ? 8 millions de dollars américains, ai-je dit en observant attentivement sa réaction. Son visage est passé par une série d'expressions. Incrédulité, choc, calcul mental et finalement une sorte d'avidité mal dissimulée. « 8 millions de dollars, a-t-il répété, sa voix tremblant légèrement. « Tu es sûr, ce n'est pas une arnaque ou... » « Mais Étienne est un avocat respecté et tous les documents sont légitimes, ai-je répondu. Gaël a bâti un empire commercial au Canada sur 4 décennies. Olivier Gabin est resté silencieux pendant plusieurs minutes, assimilant clairement les implications de cette information. Je pouvais voir son esprit travailler, calculer, planifier. « Eh bien, maman, c'est fantastique, » a-t-il finalement dit, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je veux dire, pas que l'argent soit le plus important, bien sûr. L'important est que tu sois bien soigné ici. Et maintenant, tu as cette sécurité financière supplémentaire. En fait, Olivier Gabin, l'interrompis-je doucement, je ne vais pas rester ici. Il cligna des yeux plusieurs fois. Comment ça ? Je quitte l'établissement aujourd'hui même, annonçai-je, observant sa réaction. Maintenant que j'ai des ressources, je peux vivre de façon indépendante à nouveau. Son masque de joie désintéressé commença à se fissurer. « Maman, mais tu ne peux pas simplement. Je veux dire, tu es bien ici, tu es en sécurité, tu as des soins médicaux. »« Je n'ai pas besoin de soins médicaux spéciaux, mon fils. Je n'en ai jamais eu besoin. » dis-je, ma voix prenant une fermeté que je n'avais pas montrée depuis longtemps. « Je suis venu ici parce que tu m'as convaincu que j'étais un fardeau, que je ne servais plus à rien. » Olivier Gabin déglutit, visiblement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. « Maman, je n'ai jamais dit que tu ne servais à rien. »« Si tu l'as dit, mon fils. »
Exactement ces mots, répondis-je calmement. Et maintenant je suis ici pour te dire que tu avais tort. Le silence s'étendit entre nous comme un rideau pesant. Olivier Gabin s'agitait sur sa chaise, ses yeux évitant les miens pendant qu'il digérait mes paroles. Je pus voir le moment exact où la réalité de la situation commença à se cristalliser dans son esprit. « Maman, je m'inquiétais pour ta sécurité, » dit-il finalement, sa voix sonnant moins convaincante qu'il ne l'aurait probablement voulu. « Une femme de ton âge, vivant seule, ça peut être dangereux. Ici, tu as des infirmières, des médecins disponibles 24 heures sur 24. » Olivier Gabin, l'interrompis-je doucement mais fermement. Je n'ai pas besoin d'infirmières ni de médecins 24 heures sur 24. Ma tension est comptée, c'est contrôlé. Je n'ai pas de diabète, je n'utilise pas de canne. Je n'ai pas besoin d'aide pour me doucher ou m'habiller. Tu m'as amené ici parce que c'était pratique pour toi, pas parce que j'en avais besoin. Il ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main, demandant le silence. Laisse-moi finir, dis-je, ressentant un courage que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pendant 3 mois, j'ai accepté ta version des faits. J'ai cru quand tu as dit que j'étais un fardeau, que je ne pourrais plus prendre soin de moi-même, que ce serait mieux pour tout le monde si je venais ici. Mais maintenant, je réalise que la seule personne pour qui c'était mieux, c'était toi. Olivier Gabin rougit, ses mains s'ouvrant et se fermant nerveusement. Ce n'est pas juste, maman. J'ai des responsabilités, un travail exigeant. Camille travaille aussi, et je gênais ses responsabilités simplement en existant, complétai-je pour lui, pour avoir besoin de compagnie de temps en temps, pour vouloir parler de ma journée, pour être présente dans ta vie. Ce n'était pas ça, murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. C'était exactement ça, mon fils, répondis-je, ma voix gagnant en force à chaque mot. Et tu sais ce qui me fait le plus mal. Ce n'est même pas le fait que tu m'aies amené ici. C'est que tu n'as jamais, pas une seule fois, demandé ce que je voulais. Tu n'as jamais considéré que je puisse avoir des opinions sur ma propre vie. Il regarda les documents sur la table, puis moi. Je pouvais voir son esprit travailler, recalculant la situation maintenant que l'argent était impliqué. « Maman, écoute, peut-être que j'ai été un peu précipité, » dit-il, essayant d'adopter un ton plus conciliant. « Peut-être que nous pourrions parler d'autres options. Tu pourrais engager une aide à domicile, par exemple, ou nous pourrions chercher un appartement plus petit, plus facile à entretenir. Ou tu aurais pu avoir cette conversation il y a 3 mois avant de me jeter ici comme un vieux meuble, répondis-je, observant comme il tressaillit légèrement à mes mots. Je ne t'ai pas jeté, protesta-t-il faiblement. Bien sûr que si, dis-je, me levant de ma chaise. Et tu sais quoi, Olivier Gabin, pendant ces 3 mois, j'ai appris quelque chose de très précieux sur moi-même. Quoi? Demanda-t-il, se levant aussi. J'ai appris que je peux vivre parfaitement bien sans dépendre de toi ou de qui que ce soit, déclarai-je, ressentant une libération que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies. J'ai appris que j'ai encore beaucoup à offrir au monde, que j'ai encore des rêves et des projets. J'ai appris que je ne suis pas la vieille inutile que tu m'as fait croire que j'étais. Olivier Gabin passa la main dans ses cheveux, un geste nerveux que je reconnaissais depuis son enfance. Maman, je n'ai jamais voulu que tu te sentes inutile. Tu voulais juste te débarrasser d'un problème, terminai-je pour lui. Et maintenant que tu découvres que ce problème s'accompagne de 8 millions d'euros, soudainement, tu t'intéresses à trouver des alternatives. Il ouvrit la bouche pour nier, mais les mots semblèrent mourir dans sa gorge. Nous savions tous les deux que j'avais visé juste. « Où vas-tu habiter » demanda-t-il finalement, changeant de stratégie. « Je n'ai pas encore décidé, » répondis-je honnêtement. « Peut-être que j'achèterai une petite maison confortable. Peut-être que je voyagerai un peu. Peut-être que je ferai certaines choses que j'ai toujours voulu faire mais n'en ai jamais eu l'occasion. Tu ne peux pas simplement dépenser de l'argent sans réfléchir, » dit-il. Et pour la première fois depuis son arrivée, sa voix avait un ton d'autorité réel. 8 millions de dollars peuvent sembler beaucoup, mais si tu ne sais pas gérer, qui a dit que je ne savais pas gérer l'argent? Demandai-je en haussant un sourcil. Mon fils,
J'ai géré notre maison pendant des années avec le salaire d'enseignant de ton père. Je t'ai élevé pratiquement seul après la disparition de Gaël. Je n'ai jamais manqué d'organisation financière. Mais c'est différent, insista-t-il. Ce sont des sommes beaucoup plus importantes, des investissements complexes. Et tu t'offres pour m'aider avec ça, demandai-je en l'observant attentivement. Olivier Gabin hésita, réalisant clairement qu'il s'était aventuré en terrain dangereux. Eh bien, je veux dire, si tu as besoin de conseils. Merci, mais docteur Étienne m'a déjà proposé les services d'une équipe financière compétente, dis-je, voyant son expression se crisper légèrement. Des gens qui n'ont pas d'intérêt personnel dans mon argent. Je n'ai pas d'intérêt personnel dans ton argent, protesta-t-il, mais son indignation sonnait faux. Vraiment, demandai-je en penchant la tête. Alors pourquoi ta première réaction en apprenant l'héritage a été de calculer des façons de me garder sous contrôle? Pourquoi es-tu soudainement si préoccupé par mon bien-être? Olivier Gabin resta silencieux, visiblement sans réponse convaincante. Mon fils, dis-je, ma voix s'adoucissant légèrement, je t'aime toujours. Tu es toujours mon fils, et tu le seras toujours. Mais je ne te laisserai plus me traiter comme un fardeau gênant. Je ne te vois pas comme un fardeau, murmura-t-il, mais nous savions tous les deux que c'étaient des paroles vides. Tes actions disent le contraire, répondis-je, et les actions parlent toujours plus fort que les mots. Je marchais jusqu'à la fenêtre du petit salon, observant le jardin bien entretenu de l'établissement. Pendant 3 mois, cette vue avait été mon monde. Maintenant, elle ne représentait qu'un chapitre qui se fermait. « Maman », dit Olivier Gabin dans mon dos, sa voix presque désespérée. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Je me retournai pour lui faire face. « De l'honnêteté », répondis-je simplement. « Je veux que tu sois honnête sur pourquoi tu m'as amené ici. Je veux que tu sois honnête sur tes sentiments concernant l'héritage. Je veux que tu sois honnête sur si tu te soucies vraiment de mon bien-être ou seulement des implications financières de la situation. » Il ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Finalement, il se laissa retomber dans son fauteuil. « J'étais fatigué, » dit-il. Sa voix presque un murmure. Fatigué de m'inquiéter, fatigué de sentir que je n'en faisais jamais assez, fatigué d'avoir à penser à une personne de plus en plus de ma propre famille. C'était la première chose véritablement honnête qu'il avait dite depuis son arrivée. « Et l'argent » insistai-je doucement. Il soupira profondément. « L'argent change tout, n'est-ce pas? Soudain, tu n'es plus un problème à résoudre. Tu es puissante. » « Et ça t'effraie, » observai-je. « Oui, » admit-il, me regardant enfin dans les yeux. « Ça m'effraie parce que ça signifie que j'ai commis une terrible erreur. Ça signifie que j'ai peut-être détruit notre relation par pure commodité. » Je sentis mon cœur se serrer. Malgré toute la douleur, malgré toute la colère justifiée, il était toujours mon fils. Et pour la première fois depuis longtemps, il était vraiment honnête avec moi. « Olivier Gabin, » dis-je, retournant m'asseoir en face de lui, « notre relation n'a pas besoin d'être détruite pour toujours, mais elle doit changer. Je ne suis plus la mère dépendante que tu peux manipuler ou contrôler. Je suis une femme indépendante qui se trouve être ta mère. » « Comment pouvons-nous réparer ça ?» demanda-t-il. Et pour la première fois depuis des années, j'entendis une vulnérabilité authentique dans sa voix. « En commençant par le respect, » répondis-je. « Le respect de mes décisions, de mes sentiments, de mon autonomie. Et peut-être, avec le temps, pourrons-nous reconstruire la confiance. » Il hocha lentement la tête, semblant digérer mes paroles. « Et concernant l'argent, » commença-t-il avec hésitation, « l'argent est à moi, » dis-je fermement, « pour en faire ce que je veux, quand je veux. Ce n'est pas un sujet de discussion ou de négociation. Je comprends, » dit-il, bien que je puisse voir que l'acceptation lui coûtait encore cher. Je regardais l'horloge au mur. Notre conversation avait duré presque 1 heure et je pouvais voir que Olivier Gabin était véritablement ébranlé. Une partie de moi ressentait de la satisfaction d'avoir finalement réussi à lui faire affronter la réalité de ses actions. Une autre partie, la mère que je serais toujours, avait de la peine de le voir si perdu.
Je pars d'ici aujourd'hui, dis-je, reprenant un ton pratique. J'ai déjà réglé ce qui restait à payer et fait de mes bagages. Où vas-tu? Demanda-t-il à nouveau. Pour l'instant, dans un hôtel, répondis-je. Après, on verra. Olivier Gabin hocha lentement la tête, semblant finalement accepter qu'il n'avait aucun contrôle sur la situation. Je peux lui rendre visite? Demanda-t-il avec hésitation. Quand je serai prête à recevoir des visites, je vous contacterai, dis-je, gardant un ton neutre. Pour l'instant, j'ai besoin de temps pour digérer tout cela et décider quel type de vie je veux construire à partir de maintenant. Il se leva de sa chaise, paraissant beaucoup plus âgé qu'à son arrivée. Maman, je suis désolé. Pour tout, je sais que tu l'es, répondis-je, me levant également. Et peut-être qu'un jour ce sera suffisant pour recommencer, mais pas aujourd'hui. Olivier Gabin acquiesça et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « J'espère que tu seras heureuse, dit-il. Et pour la première fois depuis longtemps, ses mots sonnaient sincères. « Je l'espère aussi, répondis-je, le regardant partir. Après le départ de Olivier Gabin, je restai immobile au milieu du petit salon pendant quelques minutes, absorbant le silence qui suivit notre conversation. L'air semblait encore chargé de l'attention de nos paroles, mais il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du soulagement. Pour la première fois en 3 mois, j'avais dit exactement ce que je pensais, sans mesurer les conséquences, ni me soucier d'épargner les sentiments de quelqu'un qui ne se souciait manifestement pas des miens. Je m'approchai de la fenêtre et observai Olivier Gabin traverser le jardin vers le parking. Ses épaules étaient voûtées et il marchait plus lentement que d'habitude. Une partie de moi, la mère que je serai toujours, ressentit un pincement au cœur en le voyant ainsi. Mais la femme que je devenais, ou peut-être que je redécouvrais, savait que cette conversation avait été nécessaire, aussi douloureuse soit-elle. Je me tournai vers les documents encore éparpillés sur la table. 8 millions d'euros. Le chiffre semblait encore irréel comme faisant partie d'un rêve dont je pourrais me réveiller à tout moment. Mais les papiers étaient réels. La signature du docteur Étienne était authentique et le poids de cette responsabilité commençait à s'installer sur mes épaules. Je rassemblai soigneusement tous les documents, les organisant dans l'ordre que l'avocat m'avait expliqué. Chaque papier représentait une facette différente de la vie secrète que Gaël avait construite loin de moi. Propriété, investissement, compte bancaire, placements financiers, tout un monde dont j'ignorais complètement l'existence. Comment avait-il réussi à accumuler tant d'argent? Et pourquoi avait-il choisi de tout me laisser après tant d'années d'éloignement? Je m'assis à nouveau dans la chaise qu'avait occupée Olivier Gabin et ouvris une nouvelle fois la lettre de Gaël. Ces mots semblaient différents maintenant, après la conversation avec mon fils. J'espère que ce geste pourra, d'une certaine façon, compenser les années où je n'ai pas été présent. Peut-être avait-il prévu que je pourrais avoir besoin de cette indépendance, de cette liberté que l'argent procurait. Peut-être, à sa manière imparfaite, essayait-il de me donner les outils pour reconstruire ma vie. Un doux coup à la porte interrompit mes pensées. « Entrez », dis-je, rangeant rapidement la lettre dans mon sac. C'était Madame Tatiana, l'une des rares employées de la maison de retraite avec qui j'avais développé une sorte d'amitié pendant mon séjour. Elle entra avec un plateau portant du thé et quelques biscuits. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'un peu de sucre après toute cette agitation, » dit-elle, posant le plateau sur la table et m'offrant un sourire maternel. « J'ai vu votre fils partir tout à l'heure. Il n'avait pas l'air bien. »« Non, en effet, » répondis-je, acceptant la tasse de thé qu'elle m'offrait. Mais parfois les conversations difficiles sont les plus nécessaires. Madame Tatiana acquiesça avec sagesse. En travaillant ici, on voit beaucoup de ça. Des familles qui ne se montrent que quand ça les arrange. Des enfants qui traitent leurs parents comme des fardeaux. Elle fit une pause, me regardant attentivement. Mais on voit aussi des personnes comme vous, qui découvrent qu'elles ont encore beaucoup à vivre. C'est ce que j'essaie de faire, admis-je, prenant une gorgée de thé chaud.
découvrir qui je suis quand je ne suis pas définie par les besoins ou les attentes des autres. Et avez-vous découvert quelque chose? Demanda-t-elle, s'asseyant sur la chaise à côté de moi. Je réfléchis un moment avant de répondre. J'ai découvert que je suis plus forte que je ne le pensais. J'ai découvert que je peux prendre des décisions par moi-même sans me sentir coupable. Et j'ai découvert que je mérite le respect, indépendamment de mon âge ou de ma situation financière. Madame Tatiana sourit largement. C'est plus que ce que beaucoup de gens apprennent dans toute leur vie. Nous restâmes dans un silence confortable pendant quelques minutes, sirotant notre thé. J'observais par la fenêtre les autres résidentes de la maison de retraite marchant dans le jardin ou assises sur les bancs sous les arbres. Certaines semblaient vraiment heureuses ici, d'autres attendaient visiblement que le temps passe. Je me demandais dans quelle catégorie j'aurais été classée si j'étais restée. « Vous allez nous manquer », dit Donna Tatiana finalement. « Toutes les résidentes ne partent pas d'ici la tête haute. Vous allez me manquer aussi, » ai-je répondu sincèrement. « Vous êtes l'une des rares personnes qui m'a traité comme un être humain, pas comme un problème à résoudre. »« Parce que c'est ce que vous êtes, » dit-elle simplement. « Une personne, avec une histoire de la dignité, le droit de faire vos propres choix. » Ces mots m'ont profondément touchée. Pendant 3 mois, je m'étais habituée à être traitée comme une patiente, comme quelqu'un d'incapable de prendre des décisions importantes sur sa propre vie. Avoir quelqu'un qui reconnaissait mon humanité fondamentale semblait presque révolutionnaire. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» dit Donna Tatiana hésitante. « Bien sûr. »« Qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, hier vous étiez ici comme d'habitude, et aujourd'hui vous partez avec une valise pleine de papiers importants en parlant de recommencer votre vie. » J'ai souri, comprenant sa curiosité. Disons que j'ai reçu un héritage inattendu. Quelque chose qui m'a donné non seulement des ressources financières, mais aussi la perspective que ma vie n'a pas besoin d'être définie par les limites que les autres m'ont imposées. « Ah, dit-elle, ses yeux brillants de compréhension, un de ces héritages qui arrivent au bon moment. »« Exactement, ai-je acquiescé. Et cela m'a fait réaliser que j'acceptais une version très réduite de moi-même. Donna Tatiana finit son thé et se leva. « Eh bien, quoi que vous décidiez de faire de cette seconde chance, je suis sûre que ce sera merveilleux. Vous avez une force que beaucoup de jeunes aimeraient en avoir. » Après son départ avec le plateau vide, j'ai reporté mon attention sur les documents. Le docteur Étienne m'avait donné la carte d'une société de conseil financier spécialisée dans les grands héritages. Il était peut-être temps de les appeler et de commencer à comprendre exactement ce que Gaël m'avait laissé. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro. La réceptionniste m'a transféré vers un consultant nommé Kylian Oliveira, qui s'est montré extrêmement attentif quand j'ai mentionné le nom du docteur Étienne. « Madame Olivier, dit-il d'une voix professionnelle mais chaleureuse, le docteur Étienne m'a déjà informé de votre situation. Serait-il possible de nous rencontrer aujourd'hui? Je sais que vous devez être impatiente de mieux comprendre les détails de l'héritage. »« Ce serait parfait, » ai-je répondu. « Mais je dois avouer que je ne connais presque rien aux investissements ou à la gestion de grandes sommes. »« Ne vous inquiétez pas, » dit Kylian. « C'est exactement pour cela que nous sommes là. Nous allons tout expliquer étape par étape, et vous ne prendrez que les décisions avec lesquelles vous vous sentirez à l'aise. Nous avons fixé un rendez-vous pour 16 heures dans son bureau. Cela me donnerait assez de temps pour finir de ranger mes affaires et faire officiellement mon départ de la maison de retraite. » Je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à plier les vêtements que j'avais étalés sur le lit. Il n'y en avait pas beaucoup. Olivier Gabin m'avait permis d'apporter uniquement l'essentiel quand il m'avait installé ici. Maintenant, en regardant ces quelques pièces, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de détermination. De la tristesse pour ce que ces vêtements représentaient, une vie réduite au minimum nécessaire. De la détermination parce que je savais que je ne permettrais plus jamais à quelqu'un de définir ce qui était essentiel pour moi. En rangeant mon dernier chemisier dans la valise,
J'ai pensé à la conversation que j'avais eue avec Olivier Gabin. Sa réaction à la nouvelle de l'héritage avait été exactement ce que j'attendais, mais cela m'a quand même fait mal. La facilité avec laquelle il était passé de « tu ne sers à rien » à « peut-être pouvons-nous trouver d'autres options » quand l'argent était entré en jeu était révélatrice et douloureuse. Mais c'était aussi libérateur. Pour la première fois, j'avais vu clairement ses motivations, sans les écrans de fumée des excuses et des rationalisations. Il ne m'avait pas placé en maison de retraite par réelle préoccupation pour mon bien-être. Il m'avait placé là par commodité. Et maintenant que la situation avait changé, il voulait renégocier les termes. La différence était que maintenant j'avais le pouvoir de choisir si je voulais ou non participer à cette renégociation. J'ai fermé la valise d'un clic définitif et regardé autour de la chambre qui avait été ma maison pendant 3 mois. Les murs beiges, le mobilier fonctionnel mais sans personnalité, la fenêtre avec vue sur le jardin bien entretenu mais sans âme. Rien ici n'était à moi, rien ici ne reflétait qui j'étais ou qui je voulais être. C'était un espace neutre, approprié pour quelqu'un qui attendait simplement que la vie se termine. Mais je n'attendais pas que la vie se termine. J'étais prête à ce qu'elle recommence. J'ai saisi la poignée de ma valise et me suis dirigée vers la porte, mais je me suis arrêtée un moment avant de l'ouvrir. Il y avait quelque chose de symbolique dans ce geste, quelque chose de définitif, qui m'a fait vouloir marquer ce moment dans ma mémoire. Pendant 72 ans, j'avais traversé de nombreuses transitions, mariage, déménagement, perte, naissance, mais cette transition était différente. C'était entièrement mon choix, fait en pleine conscience des conséquences et des possibilités. J'ai ouvert la porte et quitté la chambre, la refermant doucement derrière moi. Le couloir de la maison de retraite était silencieux, avec seulement le son lointain d'une télévision provenant d'une salle commune. Je me suis dirigée vers la réception, où l'hôtesse m'a accueillie avec un sourire professionnel. « Madame Olivier, j'ai appris que vous faites votre départ aujourd'hui, » dit-elle, consultant quelques papiers sur son bureau. « J'ai juste besoin que vous signiez quelques documents et que vous rendiez la clé de la chambre. » J'ai signé les papiers nécessaires, rendant la petite clé dorée que j'avais portée dans ma poche pendant 3 mois. C'était impressionnant comme quelque chose d'aussi petit pouvait représenter tant. Liberté perdue, dignité compromise, autonomie suspendue. Maintenant, la rendre semblait presque cérémoniale. « Avez-vous un moyen de transport ?» demanda la réceptionniste. « Je peux appeler un taxi si vous en avez besoin. »« J'ai déjà prévu, merci, » ai-je répondu, bien que je ne sache pas encore exactement comment j'allais me rendre au bureau du conseiller financier. Mais je savais que je trouverais une solution. Après tout, j'en avais maintenant les moyens. Je suis sortie de la maison de retraite en portant mon unique valise et j'ai marché jusqu'à la station de taxi la plus proche. Le chauffeur, un homme d'âge moyen au sourire bienveillant, m'a aidé avec mes bagages et m'a demandé ma destination. « Centre d'affaires de la Faria Lima », ai-je dit, consultant l'adresse sur la carte du docteur Étienne. « Immeuble Corporate Tower. »« Réunion d'affaires ?» a-t-il demandé, engageant la conversation décontractée que les chauffeurs de taxi entretiennent souvent avec leurs passagers. En quelque sorte, ai-je répondu, souriant pour moi-même. Réunion d'affaires. À 72 ans, j'allais à ma première véritable réunion d'affaires en tant que personne indépendante et financièrement autonome. Pendant le trajet, j'ai observé la ville défiler par la fenêtre. São Paulo bouillonnait de son énergie habituelle. Des gens marchant pressés sur les trottoirs, des voitures se disputant l'espace dans la circulation, de hauts immeubles reflétant le soleil de l'après-midi. Tout semblait plus vibrant, plus rempli de possibilités que ces derniers mois. Peut-être parce que je me sentais à nouveau faire partie de cette énergie, plutôt que d'être simplement une observatrice passive. L'immeuble où se trouvait le bureau de Kylian Oliveira était impressionnant. Vert et acier s'élevant vers le ciel, avec un hall élégant décoré de marbre et de plantes tropicales. J'ai payé la course du taxi et suis entrée dans l'immeuble, me sentant légèrement intimidée par l'atmosphère corporate, mais déterminée à ne pas me laisser affecter. « Madame Olivier ?»
demanda le réceptionniste quand je me suis approché du comptoir. Monsieur Oliveira vous attend. 23e étage, bureau 2312. L'ascenseur était silencieux et rapide, montant les étages avec une efficacité souple. Quand les portes se sont ouvertes au 23e étage, j'ai été accueilli par une réceptionniste jeune et élégante qui m'a conduite à travers un couloir avec vue panoramique sur la ville. Kylian Oliveira s'est levé quand je suis entré dans son bureau, un homme d'environ 50 ans, aux cheveux grisonnants et portant un costume impeccable. Son bureau était organisé avec une précision militaire et les murs étaient décorés de diplômes et de certifications attestant de sa compétence professionnelle. « Madame Olivier, c'est un plaisir de vous rencontrer, » dit-il, tendant la main pour une salutation cordiale. « Je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je vous offrir un petit déjeuner café ou de Léo ?»« Un petit déjeuner café serait parfait, » ai-je répondu, m'installant dans le fauteuil en cuir moelleux face à son bureau. Kylian a demandé à son assistante d'apporter le petit déjeuner café et a reporté son attention sur moi. « Le docteur Étienne m'a informé de l'héritage que vous avez reçu. Je sais que vous devez vous sentir un peu perdu avec toutes ces nouvelles informations. » C'est une façon délicate de le dire, ai-je admis avec un sourire. Hier, j'étais dans une maison de retraite, convaincu que ma vie était pratiquement terminée. Aujourd'hui, je suis ici en train de parler de 8 millions de dollars. C'est un peu surréaliste. Je comprends parfaitement, dit Kylian, sa voix transmettant une empathie sincère. Les héritages substantiels peuvent être aussi difficiles que libérateurs. Mais nous sommes là pour rendre ce processus le plus simple et clair possible. L'assistante a apporté le petit déjeuner café dans une tasse en porcelaine fine et Kylian a ouvert un dossier épais sur son bureau. Commençons par les bases. L'héritage laissé par M. Gaël Hélène consiste principalement en 3 catégories d'actifs: des biens immobiliers, des investissements en bourse et des placements financiers à revenus fixes. Il tourna quelques papiers et me montra un graphique coloré. Les propriétés comprennent 2 appartements à São Paulo, une maison de plage à Guarujá et un petit immeuble commercial dans le centre-ville. Ensemble, ces propriétés valent environ 3,2 millions de dollars. Je pris une gorgée de petit déjeuner café, essayant d'assimiler ces informations. Gaël avait accumulé des propriétés dont j'ignorais l'existence. Habitait-il dans l'une de ces propriétés ? Demandai-je. Selon nos registres, il résidait dans l'appartement de Villa Madalena jusqu'à l'année dernière, quand il a déménagé dans une maison de retraite privée, expliqua Kylian. L'appartement est vide depuis, mais bien entretenu. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Alors que j'étais placé dans un EHPAD contre ma volonté, Gaël avait volontairement choisi une maison de retraite, conservant son indépendance financière et ses propriétés jusqu'à la fin. Les investissements en bourse, poursuivit Kylian, sont diversifiés entre des entreprises nationales et internationales, principalement des blue chips et des fonds d'investissement conservateurs. La valeur actuelle de ce portefeuille est d'environ 2,8 millions de dollars. Et les placements à revenus fixes ? Demandai-je, commençant à me sentir plus à l'aise avec la terminologie financière. Des certificats de dépôt bancaire, des obligations d'État, des obligations d'entreprises solides, expliqua-t-il. Des investissements sûrs qui génèrent des revenus mensuels stables. Cette partie de l'héritage vaut environ 2 millions de dollars. Je fis le calcul mentalement. 3,2 plus 2,8 plus 2, exactement 8 millions de dollars. Gaël avait été méticuleux jusqu'à la fin, organisant sa richesse de manière équilibrée et conservatrice. Maintenant, dit Kylian se penchant légèrement en avant, nous devons discuter de vos options. Vous pouvez maintenir les investissements tels quels, les modifier selon vos objectifs personnels ou en liquider une partie pour avoir plus d'argent disponible immédiatement. Quelle serait votre recommandation ? Demandai-je. Cela dépend de vos projets, répondit-il. Si vous envisagez d'acheter une maison, de voyager ou de faire des investissements dans d'autres domaines, nous pouvons liquider une partie du portefeuille. Si vous préférez maintenir un revenu mensuel stable, nous pouvons optimiser les investissements pour générer un flux de trésorerie régulier.
Je réfléchis un moment. Un revenu mensuel stable semblait attrayant, mais je voulais aussi avoir la flexibilité pour prendre des décisions importantes dans les mois à venir. Quel type de revenu mensuel ces investissements pourraient-ils générer ? Demandai-je. Kylian consulta quelques chiffres sur son ordinateur. De manière conservatrice, nous pourrions structurer les investissements pour générer entre 25 et 30 000 $ par mois, selon les conditions du marché. Je faillis m'étrangler avec mon petit déjeuner café. 25 000 $ par mois représentait tant plus que ce que j'avais gagné en plusieurs années durant ma vie professionnelle. C'était plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en une année entière. Ce serait suffisant pour vivre confortablement, dit Kylian avec un sourire compréhensif. Et cela vous permettrait de maintenir le capital principal intact, voire de le faire croître au fil du temps. Et concernant les impôts, demandai-je, me souvenant des préoccupations pratiques. Déjà calculées dans ces projections, assura-t-il. Nous avons une équipe spécialisée en planification fiscale qui s'assurera que tout soit fait conformément à la législation brésilienne. Nous avons discuté des détails techniques pendant 1 heure supplémentaire. Kylian expliqua différentes options d'investissement, des stratégies de diversification et des moyens de protéger le patrimoine contre l'inflation et la volatilité du marché. Sa patience pour expliquer des concepts qui m'étaient totalement nouveaux fut admirable, et je commençais progressivement à me sentir moins intimidé par la complexité des finances. Il y a encore une chose dont nous devons discuter, dit Kylian alors que notre conversation formelle touchait à sa fin. L'appartement de Villa Madalena où vivait M. Gaël. Il est entièrement meublé et en excellent état. Si vous le souhaitez, vous pouvez le visiter dès aujourd'hui. L'idée de voir où Gaël avait vécu ces dernières années éveilla ma curiosité. Serait-ce possible ? Demandai-je. Bien sûr, dit-il, prenant un trousseau de clés dans un tiroir. Je peux vous y accompagner maintenant, si vous préférez. Ainsi, vous pourrez avoir une meilleure idée d'une des propriétés dont vous avez hérité. J'acceptai l'offre, et en quelques minutes, nous redescendions dans l'ascenseur, en route vers l'appartement qui avait été le dernier domicile de Gaël. Pendant que le taxi nous conduisait à travers la circulation de São Paulo, je ne pus m'empêcher de réfléchir à la façon dont ma vie avait changé dramatiquement en seulement quelques heures. Le matin, j'étais une résidente de maison de retraite dépendante de la bonne volonté d'un fils réticent. Maintenant, j'étais une femme indépendante en route pour visiter une propriété qui m'appartenait. L'appartement dans le quartier de Villa Madalena se trouvait dans un élégant immeuble en briques apparentes, de 8 étages seulement, avec une façade qui mariait le charme classique et des touches modernes. Kylian m'accompagna jusqu'à l'ascenseur, ses clés tintant doucement, pendant que nous montions au 5e étage. Gaël a toujours été très soigneux avec ses propriétés, commenta Kylian tandis que nous marchions dans le couloir silencieux. Il engageait une société de nettoyage pour maintenir l'appartement en ordre même après son déménagement en maison de repos. Il s'arrêta devant la porte numéro 502 et inséra la clé dans la serrure. Quand la porte s'ouvrit, je fus accueilli par un environnement qui me transporta immédiatement à une époque différente de ma vie. L'appartement était spacieux et bien éclairé, avec de grandes fenêtres offrant une vue privilégiée sur les toits du quartier et les cimes des arbres de la rue. La décoration était sobre mais élégante, avec des meubles en bois foncé et des tissus au ton neutre. Au mur, des photographies en noir et blanc montraient des paysages urbains et quelques portraits que je ne pus identifier immédiatement. Ce qui me frappa le plus, cependant, fut la sensation de familiarité que l'espace éveillait en moi. « Je peux explorer un peu ?» demandai-je à Kylian, qui acquiesça et s'installa dans un fauteuil près de l'entrée. Je marchais lentement dans le salon, observant chaque détail. Sur une table d'appoint, je trouvais une petite collection de livres d'économie et d'histoire, certains avec des marque-pages encore entre les pages, comme si Gaël n'avait interrompu sa lecture que temporairement. Sur l'étagère, il y avait une section dédiée à la littérature classique brésilienne, et je reconnus plusieurs titres dont nous avions l'habitude de discuter pendant notre bref mariage.
La chambre principale était spacieuse et aérée, avec un lit double couvert d'une couette bleu marine. Sur la table de chevet, une photographie encadrée me fit m'arrêter brusquement. C'était une photo de nous, prise pendant notre lune de miel dans l'état du Minas Gerais, il y a plus de 40 ans. Je portais une robe fleurie et souriais à l'objectif, tandis que Gaël m'enlaçait par derrière, son jeune visage rayonnant de bonheur. Je pris la photographie de mes mains légèrement tremblantes. Pendant toutes ces années, je n'avais gardé que quelques souvenirs de cette période, principalement parce que notre séparation avait été si abrupte et douloureuse. Voir que Gaël avait gardé cette image près de son lit pendant si longtemps éveilla un mélange complexe d'émotions. « Kylian », appelai-je, revenant dans le salon avec la photographie dans les mains. « Puis-je vous poser une question sur Gaël, vous le connaissiez personnellement ?» Il se leva du fauteuil et s'approcha. « Je l'ai connu ces 5 dernières années, quand il est devenu mon client. C'était un homme réservé, mais toujours très correct dans toutes ses affaires. Pourquoi demandez-vous? A-t-il déjà mentionné le passé, la famille, les relations antérieures? Demandai-je, lui montrant la photographie. Kylian observa l'image avec intérêt. Il a mentionné avoir été marié une fois, il y a longtemps, et qu'il n'avait pas eu d'enfant. Il disait que c'était l'un des plus grands regrets de sa vie, la façon dont ce mariage s'était terminé. Mais il n'est jamais entré dans les détails. Je sentis mon cœur se serrer. Même après tant de temps, même en ayant suivi des chemins complètement différents, Gaël gardait encore des souvenirs de notre relation. Et apparemment, il portait aussi des regrets. Y avait-il autre chose qu'il disait à ce sujet? Insistai-je. Une fois, il a mentionné qu'il avait pris une décision précipitée quand il était jeune et qu'il s'était toujours demandé comment les choses auraient été différentes s'il avait été plus courageux à l'époque, répondit Kylian, sa voix prenant un ton plus doux. Mais c'est tout. Il était très discret sur les questions personnelles. Je retournai dans la chambre et reposai la photographie sur la table de chevet, mais je ne pus résister à la tentation d'ouvrir les tiroirs. Dans le premier, je trouvais des documents organisés dans des dossiers, relevés bancaires, reçus de paiement, correspondance commerciale. Tout était méticuleusement archivé, révélant la personnalité organisée dont je me souvenais. Dans le second tiroir, cependant, je découvris quelque chose d'inattendu. Il y avait une petite boîte en bois, de la taille d'un coffret à bijoux, avec un simple fermoir en métal. Je l'ouvris soigneusement et trouvai une collection de lettres jaunies par le temps, toutes adressées à Gaël Hélène et expédiées par Quincy Olivier. C'étaient les lettres que j'avais écrites pour lui dans les premiers 6 mois après notre séparation, quand j'espérais encore que nous pourrions nous réconcilier. Des lettres que je pensais qu'il n'avait jamais reçues ou qu'il avait jetées sans les lire. Mais elles étaient là, soigneusement conservées pendant plus de 4 décennies. J'ai pris l'une des lettres et l'ai ouverte délicatement. Ma propre jeune écriture a sauté de la page. Des mots chargés de douleur et de nostalgie que j'avais écrits lors de nuits solitaires, attendant un signe que notre amour pouvait encore être sauvé. « Gaël, ai-je murmuré dans la chambre vide, tu as tout gardé. » La découverte des lettres a complètement changé ma perception de ce qui s'était passé entre nous. Pendant toutes ces années, j'avais cru qu'il avait simplement continué sa vie, oubliant notre relation comme si elle n'était qu'un chapitre insignifiant de son existence. Découvrir qu'il avait conservé non seulement une photographie, mais aussi nos correspondances les plus intimes, révélait une profondeur de sentiment que je n'avais jamais imaginée. Je suis retourné dans le salon où Kylian attendait patiemment, feuilletant un magazine qu'il avait trouvé sur la table basse. « Kylian, j'ai besoin d'en savoir plus sur les dernières années de Gaël, » ai-je dit en m'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Vous avez dit qu'il avait déménagé dans une maison de retraite. Était-il malade? » « Pas exactement malade, mais il devenait plus fragile, » a expliqué Kylian. Il avait quelques limitations de mobilité à cause de l'arthrite et il a décidé qu'il serait plus sûr de vivre dans un environnement avec une assistance médicale disponible. Mais il est resté mentalement lucide jusqu'à la fin. Et il n'a jamais essayé de contacter des gens du passé, n'a jamais mentionné vouloir retrouver quelqu'un,
Kylian m'a observé avec une curiosité croissante. Puis-je vous demander pourquoi ces questions sont importantes pour vous? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé d'être honnête. Je suis Quincy de la photographie. J'ai été mariée à Gaël il y a plus de 40 ans. Notre séparation était compliquée et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles jusqu'à ce que je reçoive la lettre concernant l'héritage. L'expression de Kylian a complètement changé, passant de la curiosité professionnelle à quelque chose de plus proche de la compréhension empathique. Je comprends maintenant pourquoi il vous a tout laissé, a-t-il dit en se penchant légèrement en avant. Et pour répondre à votre question, oui, dans les derniers mois, il a mentionné plusieurs fois qu'il aimerait avoir l'opportunité de parler avec quelqu'un du passé, d'éclaircir certaines choses, mais il n'a jamais pris aucune mesure concrète en ce sens. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'en empêchait? La fierté peut-être, ou la peur qu'il soit trop tard, que la personne en question ne veuille plus entendre parler de lui, a répondu Kylian. Il a dit une fois que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. J'ai senti les larmes se former dans mes yeux. Gaël avait passé ces dernières années à porter le même regret que moi, le même sentiment d'opportunité perdue. Nous avions tous les deux été trop fiers, ou peut-être trop effrayés, pour faire le premier pas vers la réconciliation. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, a continué Kylian, sa voix prenant un ton plus prudent. Gaël a laissé des instructions spécifiques sur quand et comment vous devriez être informés de l'héritage. Il a demandé que nous attendions jusqu'à ce que vous soyez dans une situation difficile, jusqu'à ce que vous ayez vraiment besoin d'aide. Comment pouvait-il savoir que je serais dans une situation difficile? Ai-je demandé, confuse. Il a engagé un détective privé il y a quelques années pour suivre discrètement votre vie, a admis Kylian, semblant légèrement mal à l'aise avec cette révélation. Ce n'était pas invasif, juste des informations basiques sur votre situation générale. Il savait pour votre second mariage, votre fils, les difficultés financières après la mort de votre second mari. Cette révélation m'a momentanément laissé sans voix. Gaël m'avait observé à distance pendant des années, se souciant de mon bien-être même sans jamais essayer de me contacter directement. C'était une démonstration d'attention qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Alors il savait pour la maison de retraite? Ai-je demandé, ma voix presque un murmure. Il l'a su dès que vous y avez été admise. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de mettre à jour son testament pour la dernière fois, s'assurant que l'héritage vous parviendrait au bon moment, a confirmé Kylian. Il a dit qu'il voulait s'assurer que vous auriez l'opportunité de recommencer, d'avoir les choix qu'il n'avait jamais eu le courage de faire lui-même. Nous sommes restés silencieux pendant quelques instants, le poids de ces révélations remplissant l'espace entre nous. L'appartement de Gaël n'était pas seulement une propriété dont j'avais hérité. C'était un sanctuaire où il avait préservé la mémoire de notre amour et soigneusement planifié sa dernière démonstration d'affection. « Kylian, ai-je finalement dit, je voudrais garder cet appartement. Je ne veux ni le vendre ni le louer. Je veux y vivre. » Il a souri, la première expression véritablement chaleureuse que j'ai vue sur son visage de toute la journée. « Je pense que Gaël serait très heureux de le savoir, » a-t-il dit. « Et d'un point de vue pratique, c'est une excellente décision. L'appartement est entièrement payé et en parfait état. Vous n'aurez qu'à transférer les factures d'électricité et d'eau à votre nom. » Je me suis levée et me suis approchée de la fenêtre, observant l'animation de la rue en bas. Les gens marchaient sur les trottoirs, les voitures passaient dans les deux sens. La vie suivait son cours normal. Mais pour moi, tout avait changé. En moins d'une semaine, j'étais passée de résidente d'une maison de retraite à propriétaire d'un appartement dans l'un des quartiers les plus charmants de São Paulo. « Il y a encore une chose que je dois faire, » dis-je en me tournant vers Kylian. « Je dois appeler mon fils. » 2 ans plus tard, j'étais dans la cuisine de l'appartement de Villa Madalena en train de préparer du petit déjeuner café quand j'ai entendu l'interphone sonner. Il était 8 heures du matin un samedi ensoleillé d'octobre, et je n'attendais pas de visite. Ces 2 dernières années,
j'avais développé une routine tranquille qui incluait des matinées silencieuses consacrées à la lecture et à la planification des activités qui remplissaient ma nouvelle vie. « Allô ?» ai-je demandé en appuyant sur le bouton de l'interphone. « Maman, c'est moi », dit la voix familière de Olivier Gabin. « Je peux monter ?» J'ai ressenti un mélange de surprise et de nervosité. Mon fils et moi avions lentement reconstruit notre relation au cours des dernières années, mais nous maintenions encore une distance prudente. Nos rencontres étaient planifiées à l'avance, généralement sur un terrain neutre comme des restaurants ou des cafés, jamais lors de visites spontanées comme celle-ci. « Bien sûr, monte », ai-je répondu en déverrouillant l'entrée de l'immeuble. En attendant qu'il arrive au 5e étage, j'ai réfléchi à la façon dont notre dynamique avait changé depuis cette difficile après-midi à la maison de retraite. Au début, Olivier Gabin avait tenté diverses approches pour se rapprocher, certaines clairement motivées par l'argent, d'autres apparemment sincères. J'avais été prudente, établissant des limites claires concernant mon indépendance et refusant toute tentative de sa part de s'impliquer dans mes décisions financières. Les coups à la porte ont interrompu mes pensées. J'ai ouvert et trouvé mon fils dans le couloir, tenant un bouquet de fleurs jaunes et paraissant légèrement nerveux. « Bonjour, maman », dit Olivier Gabin en me tendant les fleurs. « Désolé de passer sans prévenir, mais je devais te parler. »« Entre », ai-je dit en acceptant le bouquet et remarquant qu'il semblait différent. Il y avait quelque chose de plus léger dans sa posture, moins de cette tension constante qui avait caractérisé nos rencontres ces dernières années. Il a traversé le salon, observant les changements que j'avais apportés à l'appartement. Pendant les premiers mois où j'y vivais, j'avais tout gardé exactement comme Gaël l'avait laissé, mais progressivement, j'avais commencé à ajouter ma touche personnelle. Des plantes aux fenêtres, des coussins colorés sur le canapé, quelques-unes de mes photos préférées au mur. « L'appartement te ressemble de plus en plus », a commenté Olivier Gabin, s'arrêtant devant une photo que j'avais prise lors d'un voyage en Europe l'année précédente. « Merci », ai-je répondu en mettant les fleurs dans un vase. « Tu veux du petit déjeuner café ? Je viens d'en faire. »« Volontiers », dit-il, s'asseyant à la table de la cuisine où nous avions l'habitude d'avoir nos conversations les plus importantes. J'ai servi 2 tasses du petit déjeuner café aromatique que j'avais appris à apprécier en vivant dans ce quartier bohème et me suis assise en face de lui. Olivier Gabin remuait le sucre avec des mouvements lents, visiblement en train d'organiser ses pensées. « Maman, je suis venue pour m'excuser, » dit-il finalement, levant les yeux vers moi. « De vraies excuses, pas les excuses superficielles que je t'ai offertes ces 2 dernières années. » J'ai senti mon cœur s'accélérer légèrement. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé doucement. « Parce que hier, je suis allé visiter le Lar Residencial Esperanza », répondit Olivier Gabin, sa voix chargée d'émotion. « Je voulais voir l'endroit où je t'ai laissé, essayer de comprendre ce que j'ai vraiment fait. » Il a fait une pause, prenant une gorgée de petit déjeuner café avant de continuer. « J'ai parlé avec Donna Tatiana, qui y travaille toujours. Elle m'a raconté comment tu étais les premiers mois, comment tu restais assise dans le jardin, en regardant le portail, comment parfois tu demandais si j'avais appelé. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ces premiers mois à la maison de retraite avaient été les plus difficiles de ma vie, un mélange d'abandon, de confusion et de perte d'identité que j'avais travaillé dur pour surmonter. Elle m'a aussi parlé du jour où tu es parti, a poursuivi Olivier Gabin, sa propre voix étranglée. Comment tu étais différente, plus forte, plus déterminée, et comme elle était heureuse pour toi, même en sachant que tu lui manquerais. Donna Tatiana est une personne spéciale, ai-je dit, essuyant discrètement mes yeux. Elle m'a traité avec dignité quand j'en avais le plus besoin. Maman, je t'ai mise dans cet endroit par pure commodité, a admis Olivier Gabin, ses mots sortant dans un flux honnête et douloureux. Pas parce que tu avais besoin de soins spéciaux, pas parce qu'il était dangereux que tu vives seule. Je l'ai placé là-bas parce que je voulais retrouver ma vie, parce que j'étais fatiguée de me sentir responsable de quelqu'un d'autre. La brutalité honnête de ces mots était à la fois douloureuse et libératrice. Pendant 2 ans, nous avions dansé autour de cette vérité, la connaissant tous les deux, mais ne l'affrontant jamais directement.
Et quand j'ai appris l'existence de l'argent, poursuivit-il, ma première réaction a été de calculer comment j'en profiterais, comment je pourrais me rapprocher de vous à nouveau, non par amour ou par regret sincère, mais par intérêt financier. Je sais, dis-je doucement, je l'ai toujours su. Olivier Gabin me regarda avec surprise. Et vous m'avez quand même donné une chance de reconstruire notre relation. Parce que tu es toujours mon fils, répondis-je, tendant la main pour toucher la sienne sur la table. Et parce que je croyais qu'au fond il existait encore le garçon que j'ai élevé, l'homme décent que tu peux être quand tu n'es pas motivé par la peur ou l'avidité. Il serra ma main, ses larmes coulant maintenant librement. J'ai gaspillé tant d'années à être rancunier, à vous blâmer pour mes propres limites, à vous traiter comme un fardeau alors que vous avez toujours été ma plus grande source de force. Le passé ne peut être changé, dis-je serrant doucement sa main, mais l'avenir est encore entre nos mains. Il y a encore une chose, dit Olivier Gabin, essuyant ses yeux avec sa manche. Camille et moi attendons un bébé. La nouvelle me frappa comme une vague de joie inattendue. Un bébé, répétai-je, sentant un sourire sincère s'épanouir sur mon visage. Une fille, confirma-t-il, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. Elle naîtra en mars. Et nous aimerions que vous soyez la grand-mère présente que je ne vous ai jamais permis d'être. Je me levai de ma chaise et le serrai dans mes bras, sentant des décennies de rancœur commencer à se dissoudre. J'adorerais, murmurai-je à son oreille. Nous avons passé le reste de la matinée à parler du bébé, des projets de Olivier et Gabin et Camille, de comment notre famille allait s'agrandir. Il m'a parlé des rénovations qu'il faisait chez eux pour préparer la chambre de l'enfant, de ses peurs et de ses attentes de devenir père, de comment la grossesse avait changé sa perspective sur la famille et la responsabilité. « Maman, puis-je vous poser une question ?» dit Olivier Gabin, alors que notre conversation touchait à sa fin. « Bien sûr. »« Êtes-vous heureuse maintenant ? Vraiment heureuse ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'une préoccupation sincère. Je regardais autour de l'appartement qui était devenu mon foyer, pensant à la vie riche et épanouie que j'avais construite ces 2 dernières années. Les voyages que j'avais faits, les cours que j'avais suivis, les amitiés que j'avais développées, les causes sociales dans lesquelles je m'étais impliqué. Pensant aussi à la paix que j'avais trouvée avec les souvenirs de Gaël, à la gratitude pour la seconde chance qu'il m'avait donnée. Oui, répondis-je honnêtement, je suis heureuse. Peut-être plus heureuse que je n'aurais jamais pensé pouvoir l'être à 74 ans. Olivier Gabin sourit, une expression de soulagement sincère traversant son visage. C'est tout ce que je voulais entendre. Après son départ, je suis restée assise à la table de la cuisine pendant longtemps, digérant notre conversation. La réconciliation qui s'était produite ce matin-là semblait presque miraculeuse, mais je savais que c'était le résultat de 2 ans de travail minutieux des 2 côtés. J'avais appris à établir des limites saines et à ne pas laisser l'amour maternel m'aveugler face aux comportements nuisibles. Olivier Gabin apparemment avait appris à confronter ses propres motivations et à valoriser les relations authentiques plutôt que la commodité. Dans l'après-midi, j'ai appelé Dr Ricardo Etienne, qui était devenu non seulement mon conseiller financier, mais aussi un ami proche au fil des années. « Quincy », dit-il en décrochant le téléphone, « quel plaisir d'entendre votre voix. Comment allez-vous ?»« Je vais bien, Ricardo, » répondis-je, utilisant le prénom qu'il m'avait encouragé à utiliser après des mois de formalité. « En fait, je vais très bien. Olivier Gabin m'a rendu visite aujourd'hui et nous avons enfin eu la conversation que nous devions avoir depuis 2 ans. »« C'est merveilleux, » dit Ricardo, et je pouvais entendre le sourire sincère dans sa voix. « Et comment vous sentez-vous par rapport à cela ?» Je sens que je peux enfin fermer complètement le chapitre du ressentiment, répondis-je, et en ouvrir un nouveau en tant que grand-mère. Je lui ai parlé de la grossesse de Camille et des projets de m'impliquer plus activement dans la vie de la famille. Ricardo a écouté avec la patience et l'intérêt qu'il manifestait toujours, offrant des paroles d'encouragement et partageant sa propre joie pour la nouvelle. « Vous savez, dit-il alors que notre conversation touchait à sa fin,
Gaël serait très fier de voir comment vous avez utilisé la seconde chance qu'il vous a donnée. J'aime à le penser, répondis-je, regardant la photo de notre lune de miel que je gardais encore sur ma table de chevet. Parfois, je sens c'est là, approuvant les choix que j'ai faits. Ce soir-là, j'étais assise sur le balcon de mon appartement avec une tasse de thé, observant les lumières de la ville s'allumer progressivement. 2 ans plus tôt, j'étais dans une chambre de maison de retraite, convaincue que ma vie était terminée, que je n'étais plus bonne à rien. Maintenant, à 74 ans, j'allais devenir grand-mère. J'avais reconstruit ma relation avec mon fils, et je menais une vie riche et indépendante que j'avais moi-même choisie. L'héritage de Gaël m'avait apporté bien plus que de l'argent. Il m'avait donné l'opportunité de redécouvrir qui j'étais lorsque je n'étais pas définie par les attentes ou les besoins des autres. Il m'avait donné la chance d'apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour faire des choix courageux, pour exiger le respect que je mérite. Tandis que je regardais les étoiles commencer à apparaître dans le ciel nocturne, j'ai ressenti une profonde gratitude pour tous les chemins tortueux qui m'avaient mené jusqu'à ce moment. L'abandon de Gaël 40 ans plus tôt, les difficultés financières après la mort de mon second mari, même l'expérience douloureuse de la maison de retraite, tout avait contribué à façonner la femme forte et indépendante que j'étais devenue. Demain, pensais-je, j'appellerai Camille pour parler du bébé. Peut-être proposerai-je mon aide pour les préparatifs, ou simplement me rendrai-je disponible pour être la grand-mère présente et aimante que ma future petite-fille mériterait. C'était une perspective qui remplissait mon cœur d'une joie et d'un sens renouvelé. La vie, ai-je découvert, peut vraiment recommencer à 72 ans, particulièrement quand on a le courage de rejeter les limitations que les autres nous imposent et la sagesse de reconnaître les opportunités de recommencer lorsqu'elles se présentent.